Donc bienvenue, bienvenue Annie. Alors c'est parti pour ce webinaire de présentation du design thinking et des formations que j'animerai en septembre à La Réunion. Donc je suis Émilie Lefebvre et j'ai créé EMI Digital qui est un lab dédié à l'innovation. Donc je l'ai créé en 2015. Aujourd'hui on forme, on accompagne et on mène des projets d'innovation par le design et notamment par le design thinking et l'intelligence collective. Donc, on a à la fois des formations certifiantes et puis des offres d'accompagnement et de coaching pour que des collectifs, des managers, des facilitateurs en interne ou pour leurs propres clients apprennent à mener des ateliers de co-design. Donc, je vais vous expliquer tout ça lors de ce webinaire. Alors, EMI Digital, comme je vous disais, c'est un lab qui est dédié à l'innovation. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez EMI Digital autour de quelle thématique on travaille? Eh bien, comme vous l'avez remarqué, c'est le design thinking, entre autres, mais d'une manière beaucoup plus générale, c'est l'intelligence collective. Donc, on accompagne vraiment des équipes et des collectifs pour innover ensemble, pour avancer ensemble et surtout, on se positionne, nous, sur les transitions. Donc, on peut accompagner des transitions, des changements grâce à l'intelligence collective et le design thinking. Donc, on a aussi la facilitation graphique qui est une compétence clé pour les facilitateurs et pour les méthodes de travail collaboratives. Le design circulaire, donc on part du design thinking, mais on va rajouter la notion de circularité, de résilience, de développement durable, vous voyez, pour intégrer les écosystèmes dans les besoins des projets et puis des problématiques pour pouvoir améliorer certains aspects à ce niveau-là. On travaille aussi en agilité, donc on forme aussi sur la gestion de projet agile et puis ça s'inscrit aussi dans une notion d'agilité, de créativité et d'innovation. Et l'UX design, si ça vous parle aussi, c'est plus le design d'expérience utilisateur qui va être vraiment adapté au numérique. Eh bien, on va aussi, on accompagne des projets d'innovation, de nouveaux projets sur les applications, les logiciels, les systèmes numériques. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le décor, on va dire, de ce sur quoi on intervient. Et je vais commencer pour vous présenter un petit peu le design thinking. Est-ce que vous pouvez m'indiquer déjà dans le chat si le design thinking, c'est un terme que vous savez définir? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous avez déjà participé à des ateliers de design thinking ou des projets avec cette méthode? Ou est-ce que peut-être vous êtes directement des professionnels? Je vous laisse interagir dans le chat pour me faire un petit retour et que je puisse un petit peu sonder. D'accord, donc déjà fait une formation design sprint. Très bien, alors du coup, ça va vous parler. C'est très opérationnel, oui, ça peut l'être, tout à fait. L'idée, c'est d'avoir du concret rapidement et de poser les bases sur de l'existant, sur un contexte, sur des usages. On va redérouler tout ça ensemble. Très bien, donc quand même pour définir, c'est que le design, on se met bien d'accord, point de départ, le design, ce n'est pas ni de l'art, ni la beauté, l'esthétique et l'apparence des choses. Le design, c'est vraiment pris en considération comme la traduction de concevoir. La plupart des gens font l'erreur de penser que le design, c'est l'apparence. Or, le design, c'est comment ça marche, comment ça fonctionne, comme disait Steve Jobs. Et donc, on est vraiment sur des stratégies de conception, des stratégies de résolution de problèmes. On cherche ici à répondre à des besoins utilisateurs. Et donc, on va donc parler de design. Merci Annie, je note. Il n'y a pas de souci. Faites attention quand même.
Mais donc je continue à dérouler. Donc qu'est-ce que le design thinking? Le design thinking, c'est avant tout une démarche. Donc c'est une méthodologie de travail, mais ça va être aussi un état d'esprit, c'est une culture, j'ai envie de dire pratiquement une culture de travail, une culture d'entreprise qui est vraiment orientée sur l'empathie pour les utilisateurs, qui est basée sur l'expérimentation, le test and learn, hein. On teste rapidement des hypothèses pour apprendre et pour construire une réponse. On est sur du collaboratif, c'est vraiment, pas seul dans son coin qu'on fait du design thinking. C'est une méthodologie qui permet aussi de permettre à des collectifs de travailler ensemble, différentes parties prenantes de se rencontrer, prendre des décisions, faire le tour d'un sujet, définir des problématiques et puis, trouver des nouvelles idées, prendre des décisions stratégiques. Donc on est vraiment dans la culture du collaboratif et puis, voilà, du test and learn et on va co-construire avec les utilisateurs aussi. Donc pour ça, il y a beaucoup d'outils, des outils du design qu'on va parcourir, nous là on va en parcourir quelques-uns pendant le webinaire et surtout, bah, l'objet des formations, c'est à la fois d'acquérir la compréhension et la maîtrise des outils, de la démarche globale, de l'état d'esprit et puis vous verrez qu'il y a carrément un niveau 2, c'est vraiment comment devenir un leader, un facilitateur qui va, pouvoir accompagner un collectif, un porteur de projet, une entreprise, une collectivité, peu importe, mais qui va accompagner, et faciliter des ateliers pour faire vivre cette démarche. Eh bien, déjà pour commencer le process, on parle, du process design double diamant. C'est le process qui nous permet d'expliquer en fait la démarche du design thinking. Donc là, je vais la faire assez rapidement parce que dans ce webinaire, je vais vraiment axer en 1 heure la présentation vraiment du déroulé des formations. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus de précision sur qu'est-ce que le design thinking et qu'on vous présente, bah, que si je peux présenter le double diamant de manière plus approfondie, sur notre chaîne YouTube, j'ai pas mal de vidéos et puis, n'hésitez pas à me contacter en direct et je vous enverrai, plus de matière. Donc là, je vais le faire assez simple en partant du principe que vous connaissez. Donc on va partir d'un projet, d'une problématique initiale, d'une idée et on va rentrer dans une première phase qui est la phase d'immersion. Donc c'est une phase de divergence lors de laquelle on va vraiment se baser sur une compétence d'empathie. Donc aller rencontrer les utilisateurs, les différents utilisateurs ou les usagers, hein, d'un projet. Ça peut être, vous voyez, par exemple, les lycéens pour améliorer l'expérience de la cantine, au lycée. Eh bien, les usagers, les utilisateurs, ça va être les étudiants, mais ça va être aussi le personnel, ça va être toutes les parties prenantes qui vont contribuer à l'expérience du service qui est délivré. Donc là, c'est pour parler un peu de design de service, mais on pourrait parler d'utilisateur d'une application, on pourrait parler d'utilisateur, de service d'un office de tourisme. Et donc, par exemple, un office de tourisme, on va avoir plusieurs types d'utilisateurs, plusieurs types de parties prenantes qui interagissent avec l'office de tourisme. Donc l'idée, l'immersion, c'est d'aller voir un petit peu dans quel contexte le projet va s'inscrire. Est-ce que c'est une solution déjà existante ou est-ce que c'est une solution que l'on va créer de toutes pièces? Donc on va vraiment questionner un petit peu cet environnement, ce contexte, les utilisateurs, les parties prenantes, les rencontrer, les observer et après, on va récupérer donc beaucoup de données qualitatives, ce qui va nous permettre de modéliser, par exemple, sous forme de persona, de carte d'empathie ou de cartographie d'expérience. On va modéliser l'expérience, on va modéliser les besoins, les objectifs, les freins, les motivations des utilisateurs, ce qui va nous permettre après de passer dans une deuxième phase beaucoup plus de convergence et qui est de prendre une posture vraiment, pour le coup, de designer et de se dire comment pourrions-nous, donc, quand on observe nos utilisateurs, leurs points de douleur, ou même leurs motivations, leurs usages, eh bien, comment pourrions-nous, et là on va formuler des problématiques, n'intégrant pas de réponse, mais par contre intégrant les besoins fondamentaux qui seront identifiés dans la phase d'immersion et les problèmes à résoudre. Donc on va en sélectionner plusieurs et l'idée c'est d'en garder un, au moins un par type d'utilisateur et de se retrouver finalement, vous voyez, au milieu du double diamant au niveau du challenge. Donc ça, c'est
pour le process. Donc, ça peut être fait soit en atelier de co-design avec déjà des utilisateurs dans les ateliers, ou alors ça peut être fait en amont par une équipe de conception. Et puis, quand on va ouvrir le deuxième diamant, donc la phase d'idéation, ça peut être aussi ce moment-là où on va regrouper des personnes pour co-designer. En fait, il y a autant de manières de créer des ateliers de design sprint que de projets, que de contexte, que de budget et de temps alloué, de ressources allouées, etc. Et vous verrez, c'est ce qu'on apprend à faire en formation. Donc là, je vous disais, sur le premier diamant, ça peut être fait en équipe de conception, heu, ça peut être sur un temps plus ou moins long. On peut passer un mois à faire de l'immersion. Après, on peut faire, un atelier, persona, définition de problématiques en collectif, par exemple. Et puis, on peut, du coup, faire un atelier de co-design, co-conception, à partir de cette phase 3 divergente. C'est une phase de créativité dans laquelle plusieurs, participants avec, des expériences différentes, des métiers différents, des points de vue différents, vont donner des idées pour répondre à la problématique sur la base des besoins identifiés en immersion. Donc c'est des ateliers où on va développer la créativité de plus en plus, hein, on va aller crescendo d'atelier en atelier, de manière à ouvrir le champ des possibles. On cherche de l'innovation, on cherche des nouvelles manières de répondre à des besoins et puis, une fois qu'on a fait, le tour des idées, eh ben, il est temps de converger, donc de prioriser les idées à retenir et de les prototyper. Donc on rentre dans une nouvelle phase de convergence, la phase 4, la phase de prototypage et ça, c'est vraiment, hem, c hem, c'est vraiment le design thinking, c'est significatif de prototypage parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter à plein d'idées, justement, c'est de concrétiser des hypothèses. OK, on a choisi telles idées, c'est des idées à forte valeur ajoutée qui vont vraiment répondre aux problématiques. Ça mérite d'être affiné, d'être concrétisé pour après être testé auprès des utilisateurs, phase de test et c'est-à-dire que les utilisateurs nous disent vraiment si ça fonctionne, si c'est OK pour eux, si ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui manque dans la solution et vous êtes vraiment à co-construire et seulement quand vous êtes sûr que votre solution que vous apportez à des utilisateurs ou à des usagers fonctionne et fonctionne bien, elle est désirable, elle est économiquement viable et techniquement réalisable et bien, c'est un petit peu à ce moment-là où on a le feu vert pour déployer les projets. Et bien souvent, on fait des cahiers des charges, sur la base de peut-être de suppositions des besoins et encore des fois, on ne parle pas trop des besoins utilisateurs, mais on est déjà dans la solution. On déploie des grands projets et on se rend compte à la fin, quand on a passé beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de budget et cetera, et bien que la solution en soi, les fonctionnalités, que ce soit du design de service, une application ou même, du design d'offres, mais on peut se rendre compte que ça correspondait pas vraiment aux besoins des utilisateurs et le design thinking, il nous évite de rentrer dans cette direction sans aller vérifier et sans être sûr que, on a vraiment fait le tour de la question, on a fait le tour, on a imaginé plusieurs idées avant d'en choisir une seule, vous voyez? Et cetera. Donc est-ce que c'est OK pour vous déjà sur la présentation du process? Et bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps. J'espère que vous allez bien. Est-ce que sur le double diamant, c'est OK pour vous? Parce que je vous embarque sur la suite. Je voulais quand même vraiment que vous puissiez visualiser ces différentes étapes avant de vous parler de cas d'exemple et avant de vous montrer, vraiment, sous forme aussi de photos, comment se passent les formations. C'est OK. Merci Marie et bienvenue Marie. Il me semble que le double diamant n'a pas de secret pour toi. Mais, comme ça, tu pourras me dire si ça te parle, la façon dont j'ai pu le présenter aujourd'hui. Alors, on part de ce principe, un projet en design thinking, on suit toutes ces étapes. Que ce soit sur un projet d'une semaine, un design sprint qui peut prendre vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un peu le terme hackathon, mais les hackathons, ça va être 2 jours, temps fort, où on va traverser tout ça. Alors idéalement, l'immersion, les recherches auprès des utilisateurs, ça c'est vraiment ce qu'on fait en UX design. On prend le temps avant les ateliers de rencontrer les utilisateurs, de les questionner, de venir avec de la matière. Et après, on peut enchaîner sur 2 jours
Le design sprint, le hackathon, voilà, ça prend différents formats, mais derrière, c'est la démarche design. Donc à partir de cette démarche, eh bien, on rajoute bien sûr l'empathie pour les utilisateurs, la collaboration parce que ce n'est pas un chef de projet ou un porteur de projet qui va traverser tout ce process tout seul, hein. L'idée, c'est l'intelligence collective et puis l'itération parce que, on va tester rapidement des hypothèses et on améliore. C'est un processus d'amélioration continue. On recueille du feedback, on améliore. Donc tout ça, on peut, l'appliquer dans vraiment de très nombreux domaines. Alors le design thinking, c'est pas attaché à un domaine d'activité, à, un type de produit ou de service. C'est vraiment une méthode. C'est une méthode de pensée, c'est une méthode de travail. C'est un peu comme l'agilité, vous voyez? Donc l'agilité, ça vient du domaine, informatique et puis maintenant on peut travailler en agilité dans n'importe quel domaine. Voilà, on récupère un peu les principes clés et puis on les adapte. Donc le design thinking, bah, ça s'adapte quand on veut concevoir un nouveau produit. Ça s'adapte quand on veut concevoir une nouvelle offre, un nouvel espace. Par exemple, construction d'un nouvel hôtel, eh bien, de quelle manière on pourrait imaginer les espaces, les différents flux en fait dans l'hôtel, la signalétique, les services à disposition, l'aménagement, la décoration, tout ça pour que ça réponde vraiment à un univers, à des usages et à des besoins. Donc l'espace, l'aménagement d'espace, c'est hyper intéressant de le faire aussi en design thinking. Les interfaces, donc pour tout ce qui va être numérique, donc applications, site internet, logiciels, etc. Et puis là où ça va être aussi très intéressant, c'est de se dire qu'en fait, le design thinking, ça va nous aider aussi à améliorer, enfin, ou soit mettre en place ou améliorer des organisations. Vous voyez, par exemple, là, dernièrement, on accompagne des startups qui, à la fois, alors c'est le bon exemple, l'entrepreneuriat. On va avoir d'abord le concept. Quel concept, quel produit ou service on a envie de proposer quand on veut créer une entreprise? Est-ce que ça répond des besoins utilisateurs? Est-ce que c'est innovant? Est-ce que c'est différenciant? Et quelle expérience on va proposer à nos clients? Après, une fois qu'on a donc le concept, le produit ou le service qui a été créé en design thinking, avec et pour les utilisateurs, eh bien, on pourrait aussi retravailler en design thinking sur la stratégie de commercialisation et de communication. Vous voyez? Donc, de quelle manière, où trouver nos clients, de quelle manière les atteindre, qui pourraient être nos ambassadeurs, quelle action on va pouvoir mettre en place et comment on priorise par rapport à nos ressources. Donc, tout ça, en mode design thinking, ça se met en place. Et une fois qu'on a ça, et ben, là, par exemple, l'entreprise, il va falloir qu'elle embauche à un moment donné. Eh bien, comment elle va organiser son entreprise? Comment elle va organiser, la productivité, les rôles de chacun et cetera? Bah, en travaillant en design thinking, bah, ça va être le collectif qui va décider et qui va proposer, en fait, son organisation, sa manière de s'organiser et c'est pas imposé par des consultants extérieurs, par exemple et c'est réfléchi. C'est pas, on fait, copier-coller du voisin parce qu'ils font comme ça. C'est personnalisé en fonction des problématiques de l'entreprise. Donc l'organisation, là, ça fonctionne sur une petite entreprise, mais quand on parle de transformation d'une collectivité, par exemple, transformation d'une entreprise, eh bien, on peut le mener en design thinking. Et puis pour concevoir aussi des nouveaux services, bien sûr, je vous ai parlé d'offres, de produits, de services, c'est pareil. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que aujourd'hui, on recherche plus l'expérience pour les utilisateurs, les usagers, les parties prenantes, les collaborateurs. C'est quelle expérience ils vont vivre, quels résultats on souhaite atteindre en fait, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on vient nourrir chez les gens pour que ça fonctionne. Donc on est plus sur l'expérience vécue et après, au service de l'expérience, on peut proposer une interface, un produit, un espace. Et on est plus là-dessus plutôt que dire je veux créer tel produit, je veux créer tel service. Non, en fait, je veux créer une expérience, je veux améliorer quelque chose, répondre à des besoins et en face, on y met une solution qui peut être un service, une offre, un espace, etc. Donc
Tim Brown, qui est un fondateur de l'agence IDEO, hein. L'agence IDEO a vraiment popularisé le design thinking dans le monde entier. Donc, vous voyez la petite phrase, le petit credo, c'est le design est trop important pour être laissé aux seules mains des designers. On entend par ici que n'importe quel acteur, n'importe quelle équipe, n'importe quel entrepreneur euh, n'a pas besoin systématiquement de faire appel à un designer extérieur. C'est-à-dire que ces compétences-là, c'est important qu'elles soient entre les mains des personnes dans les entreprises pour qu'ils puissent eux-mêmes résoudre leurs problèmes, innover. En fait, quand on travaille avec le design thinking, on est en mesure en permanence d'aller répondre à des problématiques facilement parce qu'on sait faire, on a la méthode. Par contre, la réponse, elle appartient aux experts et aux parties prenantes. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vous laisse me faire un petit retour. Est-ce que c'est OK pour vous le fait que le design thinking, c'est bien une méthode de travail et ça peut être finalement employé dans n'importe quel secteur? Bon, je ne vais pas parler des secteurs d'activité, j'ai parlé plutôt des types de projets. Tout est clair. Merci, Constance. Donc après, les secteurs d'activité, c'est pareil, hein. Ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans le médical, ça peut être dans le tourisme, ça peut être dans l'éducation, c'est vraiment, ça peut être dans les services, dans la banque. Donc ce que je vais faire là, je vais vous montrer quelques cas d'exemple. Ce support-là, je vais vous l'envoyer par mail parce qu'il est vraiment très riche d'exemples, de photos. Ça vous permettra de vous projeter, de vous inspirer. Mais je ne vais pas tout détailler parce que sinon, je vais me faire happer par le temps, même si j'ai envie de vous partager plein de cas d'exemples. Donc là, je vais vous montrer celui-ci. Le premier, c'est dans le domaine du tourisme. Donc pendant le Covid, hein, on a encore les masques, vous voyez, mais ça ne nous a pas empêchés de nous réunir et de travailler pour l'Office de tourisme de Dax. Dax, c'est une ville dans le sud-ouest de la France et qui a pour particularité d'être une d'accueillir les cures thermales. Je voulais vous dire un territoire de thermes avec des boues et des eaux très chaudes qui permettent de guérir les personnes qui ont des problèmes d'arthrose ou d'autres problèmes d'articulation et musculaires. Donc, c'est un lieu qui accueille des personnes en soins dans des établissements de thermalisme. Et à côté, bah, comme on est dans le sud-ouest, on est dans les Landes, on est proche de l'océan. Voilà, il y a une attractivité au niveau du territoire sans précédent. Et les personnes, en fait, quand elles viennent en cure, elles ne passent pas toute leur journée et tout leur séjour en cure. À côté, elles sont touristes. Donc, l'Office de tourisme accueille des personnes depuis plusieurs années et le style bah, de cet endroit, c'est très art déco. C'est adapté à des utilisateurs qui ont en moyenne 80 ans, donc les curistes et les touristes en même temps. Voilà. Et l'idée, c'était pour le territoire d'Aqua de se dire, ben, en fait, les profils des personnes qui avaient 80 ans à l'époque, quand la, la station thermale, pardon, je cherchais le terme, donc quand la station thermale a été créée, eh bien, elle a été créée pour répondre à des besoins du moment, à l'époque. Et aujourd'hui, les aspirations, les besoins, les usages ont changé, mais le territoire touristique n'a pas vraiment évolué. Donc voilà, l'Office de tourisme nous a demandé d'intervenir pour aller interviewer. Donc on a interviewé des personnes qui réalisent leur cure à Dax, d'autres qui réalisent leur cure dans d'autres stations thermales, et d'autres qui ne vont pas encore en cure, mais qui demain vont arriver. C'est nos prochains clients. Donc, on a interviewé un peu tous ces gens-là, on a essayé de comprendre ce qui était important pour eux, de mieux les connaître, etc., de savoir d'où ils venaient, qu'est-ce qui était important pour eux, quels freins, frustrations ils pouvaient avoir. Et puis, on en a fait des personas. Donc ça, c'était avant le design sprint. On a fait un gros travail avec Xavier et Émilie que vous voyez à l'écran. Et puis, on a organisé sur 2 jours un design sprint avec les parties prenantes, donc des élus, les chargés de mission de l'Office de tourisme, les établissements de thermalisme, les sociopros, tout le monde autour de la table pour définir quelles problématiques majeures émergent
finalement de ces utilisateurs-là, quelle offre touristique et quel service touristique innovant on pouvait proposer. Et puis, bah, à la fin, on a eu donc, sur 3 types d'utilisateurs, 3 types d'offres, touristiques et donc qui ont été après, prototypées et mises en développement. Voilà, donc ça, c'était un exemple. Donc de réunir un peu tous les acteurs sur le terrain. Les autres, je vais le faire beaucoup plus court parce que c'est toujours le même principe. Donc là, on était sur les parcs naturels régionaux de France, donc la fédération nationale. C'était, pareil en 2021, donc là, on a évité de faire sur du présentiel. On avait 38 participants pendant 5 jours. Ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus poussé et on a créé 4 groupes de travail avec 4 séjours touristiques différents dans 4 parcs naturels différents. Ce qui a abouti à la fin à une, personnalisation, on a en fait créé, un canevas, d'offres touristiques qui nous permet de dire voilà, une offre qui est une offre qui répond aux valeurs parc naturel, eh bien, c'est une offre qui doit comporter tel, 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 tel élément. Hem et donc ce qui après permet d'être diffusé dans tous les parcs pour aider les chargés de projet à créer leurs nouvelles offres. Donc là, on a fait un design sprint à distance. Vous voyez, ça peut se faire en présentiel et à distance. Ensuite, ici, c'était, le printemps des Landes, donc pays à l'eau. L'idée, c'est ah oui, c'était, 4 offices de tourisme. Le projet, c'était de réenchanter l'accueil, hein, de faire évoluer les offices de tourisme en fonction de l'évolution de leur territoire. Donc on a eu, 4 solutions, différentes et un plan d'action sur plusieurs mois. On a eu 2 rencontres. On a pu aussi appliquer, par exemple, dans un hôtel là, c'est du design d'organisation pendant le confinement. Premier confinement, réouverture du jour au lendemain des hôtels, les équipes ont souffert, mais vraiment, vraiment. 2e confinement, la direction d'une chaîne d'hôtels nous appelle et nous dit: «Là, mes équipes sont encore, confinées». On a tous très, très peur de la manière dont on va se remettre à travailler. On a gardé une très mauvaise expérience du 1er déconfinement. Est-ce qu'on peut en profiter où chacun est chez soi pour nous organiser lors de la réouverture? Donc là, on a fait un gros travail où, les uns et les autres ont appris à s'écouter, ont appris à travailler ensemble et ont préparé une reprise pour se sentir, beaucoup plus serein et soudés. Donc là, ça a très bien fonctionné aussi. Ça a répondu beaucoup à la cohésion d'équipe. Voilà, donc je vous passe, toujours là des exemples dans le tourisme. Là, c'est pour le Tourisme Lab en Nouvelle-Aquitaine, l'accompagnement de 7 startups. Là, on accompagne en design thinking des startups pour concevoir, valider en fait leur projet, valider leur concept et leur mise sur le marché. Ici, Influence Food, c'est une start-up également qui propose une application pour les restaurateurs, de manière à optimiser la gestion de leur communication et de leurs réseaux sociaux. Donc pareil, comment améliorer les fonctionnalités de l'application. Donc on a co-construit ça avec, le client et ses restaurateurs. Donc voilà, pour vraiment être sûr que ça répondait à leurs besoins. Tout autre domaine, nous avons le domaine des assurances, mais là, c'est carrément du parcours RH. Donc, c'était un projet sur l'optimisation du parcours collaborateur. Donc, on est intervenu sur le groupe des chargés de ressources humaines pour qu'ils puissent construire une autre manière d'accompagner les collaborateurs tout au long de leur carrière professionnelle. Voilà, je le passe aussi assez rapidement. L'université du management, là, on est sur du design, de service, hein. C'est comment, proposer des parcours de formation pour les managers de tous les personnels de Pôle emploi. Donc France Travail pour aujourd'hui, mais bon, moi, j'intervenais, à l'université du management, pendant plusieurs années où je formais des managers, sur des formations créativité, innovation, évolution numérique et puis, à un moment donné, c'est la direction de l'université du management qui m'a demandé d'intervenir carrément pour revoir les parcours de formation proposés aux managers. Donc là, on a fait des focus group, des entretiens utilisateurs,
On a remonté la matière des managers par rapport à leur expérience en formation et puis on a travaillé avec les chefs de projet sur la conception de nouveaux parcours. Voilà, après, ben, accompagnement de la préfecture de Gironde, 80 cadres pendant une journée en ligne, mais du travail en amont, du travail après, pour définir le plan d'action prioritaire de, bah, du projet de la préfecture, en fait, sur les années suivantes. Ils ont décidé ensemble leur plan d'action de manière collaborative avec la méthode Design Thinking. Et puis, comme la préfecture de Gironde, ben, on n'a pas terminé. On a aussi, l'année dernière, là, en 2023, on a fait un projet sur la place du handicap dans les équipes des services de l'État. Vous voyez en bas la photo, c'est toute l'équipe EMI Digital. On était très nombreux comme facilitateurs avec 80 participants. On a travaillé sur comment intégrer les personnes en situation de handicap dans les collectifs de travail, avec des interviews utilisateurs qui ont été faits auprès des personnes en situation de handicap, des collègues et puis des managers. On peut travailler aussi dans l'industrie. Donc ici, on est chez Nidec, une industrie qui produit des moteurs pour des usines et refonte du système de gestion des opérations pour passer de fichiers Excel pour gérer les stocks, les plannings, etc., dans toute l'usine avec quand même 600 collaborateurs, à un CRM avec des fonctionnalités qui permettent de fluidifier en fait tout le système de gestion des opérations, à la fois pour les administratifs, pour les techniciens et pour les managers. Voilà, je pourrais vous montrer plein d'exemples très intéressants, mais je vais passer maintenant sur les formations quand même, parce que je voudrais que vous puissiez voir quand même comment ça va se passer à La Réunion en septembre. Donc vous, quand même, avant toute chose, est-ce que vous pourriez me dire, je vous ai montré pas mal de cas d'exemples, des types de projets, si demain vous deviez appliquer le design thinking, sur quoi vous auriez envie de l'appliquer? Quel type de projet là se prêterait au jeu pour vous? Sur quoi ça serait bien? Ça peut être à titre perso aussi, hein. Je vous laisse dans la discussion peut-être me donner quelques exemples sur lesquels vous pourriez vous appliquer le design thinking ou peut-être vous l'appliquez déjà. Donc Marie nous dit, Marie, tu nous dis que tu as travaillé pour une banque pendant 5 ans en tant que UI designer. Ah, tu aurais aimé que le design thinking puisse être appliqué pour moins se tromper, effectivement, bien prendre le temps de rencontrer les utilisateurs, de faire des tests utilisateurs, super. Sylvie, des projets autour du numérique en santé à La Réunion. Oui, exactement. Donc peut-être pour améliorer des usages auprès des professionnels. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Quel type de projet autour du numérique en santé? À destination au moins de quel utilisateur, par exemple? C'est censé améliorer la vie de qui? Des outils pour les professionnels de santé, tout à fait. Pour les aider peut-être dans leur acte au quotidien. Alors ça peut être des outils physiques, ça peut être des outils numériques, tout à fait. Bon, vous voyez déjà des idées. On a la banque et la santé. Alors je vais avancer. Je vous présente pour apprendre le design thinking. Nous, en fait, chez Mi Digital, on propose 2 formations. Alors, c'est des formations certifiantes reconnues par France Compétences. Ça fait depuis plusieurs années, hein, depuis 2015, que je forme au design thinking, enfin l'UX design à la base et après depuis 2016 au design thinking. Et très sincèrement, moi, je me suis rendu compte que de toute façon, si on veut vraiment se l'approprier et avoir des résultats tangibles, on ne peut pas se former en 2 jours. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience, c'est pas possible. J'ai formé tellement d'entreprises en intra, de personnes en inter-entreprise. Au début, j'ai commencé un peu comme tout le monde sur des formations d'initiation à 2 jours. Après, j'ai commencé à passer à 17 heures.
À 17 h, je mettais du onboarding, du e-learning et je proposais de travailler en intercession, de mener des interviews utilisateurs pour revenir dans les 2 jours et avoir déjà les retours sur le terrain. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tout, maîtriser en si peu de temps et très sincèrement là, pour comprendre au moins le processus, l'état d'esprit et les outils qui vous permettent vraiment de mener le projet, de A à Z dans les 5 phases, c'est une formation maintenant aujourd'hui qui fait 26 heures et puis, vous êtes donc plongés comme des participants, d'un design sprint et en même temps, on vit un design sprint, mais en même temps, on est en formation, donc on a des apports méthodologiques, de nombreux débriefs pour vraiment s'approprier chaque outil. Donc là, c'est une première posture, c'est vivre l'expérience sur un projet réel. Et après, quand on a envie, de le mettre en pratique dans son équipe, dans des projets, on est outillé, donc on a l'état d'esprit, on peut le faire. Par contre, il y a un autre niveau qui émerge, c'est devenir un facilitateur. C'est un métier qui, aujourd'hui est de plus en plus demandé. C'est une posture, c'est une compétence clé d'être un facilitateur, d'intelligence collective certes, mais surtout en design sprint. De savoir créer, concevoir et faciliter un design sprint. Pour moi, ça s'apprend au-delà de le vivre en tant que participant. En fait, j'ai commencé à créer une formation sur ce fameux niveau 2 en 2019, elle a déployé en 2020 et puis, on a accompagné par exemple des parcs naturels, on les a formés à devenir des facilitateurs en design sprint et on les a formés sur des vrais design sprints. Donc en fait, dans toutes nos formations, on essaye d'être toujours le plus possible sur des vrais projets pour apprendre en faisant et en vivant l'expérience et en mesurant les résultats directement, sur des projets, des vrais projets. Donc voilà, j'ai créé ce deuxième niveau de formation qui, maintenant est aussi reconnu par France Compétences et qui est certifiant. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes compétences, on est sur du design thinking, mais le premier c'est du coup de bien comprendre la démarche, les outils, pouvoir les appliquer dans ses propres projets, au sein de son équipe et l'autre, c'est vraiment devenir un leader qui accompagne le changement, les transitions, hein. C'est un facilitateur. Moi, je forme beaucoup de facilitateurs professionnels qui, demain, en font leur métier, qui, demain, vont aussi proposer et vendre, ce service-là à leurs clients. Je voulais bien préciser la différence entre les 2. Donc je trouve que c'est quand même complémentaire et c'est bien d'avoir fait le premier niveau avant de passer au niveau 2. Mais parfois, j'ai des personnes qui arrivent directement au niveau 2 parce qu'ils ont déjà vécu des design sprints, ils ont déjà compris la méthode, la démarche et ils viennent plutôt apprendre tout de suite à animer ces outils-là. Donc les 2 sont possibles, soit un parcours complet, soit une formation niveau 1 ou soit une niveau 2. Et en septembre, je viendrai animer l'ensemble, du parcours. Donc formation certifiante, reconnue par France Compétences, finançable donc par le CPF, par les OPCO et par, France Travail également. Quand, France Travail, c'est sur dossier, sur commission, mais, on a beaucoup de dossiers qui sont financés par France Travail ou la région. Et donc là, je vous présente d'abord la première formation, le niveau 1, 26 heures. Donc en fait, on va avoir un projet fil rouge et on va dérouler les 5 phases. Donc introduction au design thinking, phase d'immersion du double diamant, phase de définition de problématiques, idéation, prototype et test. Donc, je vous envoie aussi ce support, donc vous pourrez le revoir bien en détail, mais j'ai bien décomposé de séance en séance. Donc, on a d'abord un e-learning qui vous permet vraiment d'avoir l'introduction au design thinking. Ensuite, vous allez avoir une première séance de 3 heures à distance, que la formation soit en présentiel ou à distance. On fait cette première séance à distance. Déjà, ça permet d'utiliser Mural parce que ça vous servira toujours pour animer à distance, même si on se forme en présentiel. Donc ici, on fait, une introduction de la formation, on fait connaissance entre, les différentes, personnes qui participeront, à la formation et donc au projet fil rouge. Introduction à la phase d'immersion, au projet. Donc je lance un projet avec des vrais utilisateurs et après on a un travail en intercession où chacun va voir un utilisateur, mène un interview et son objectif, c'est de revenir après dans la formation qui va se faire soit sur 3 jours en présentiel ou sur 6 demi-journées à distance. Eh bien, on revient avec des données collectées et là, on déroule tout le design sprint.
Donc, séance 1, immersion, séance 2, définition de la problématique, séance 4, c'est l'idéation, donc génération d'idées, créativité. On réalise un petit benchmark en intercession aussi. Après, on prototype les idées avec un storyboard. On aborde aussi la notion de viabilité économique et de modèle économique avec le business model Canva. On prépare des tests utilisateurs, des protocoles de tests. On ne les mène pas pendant la formation, mais on prépare les tests et on voit comment se déroulent des tests auprès des utilisateurs. Et après, le groupe pitch sa solution, présente et en même temps passe sa certification. Avec un débrief de formation, fin, on va dire, de la formation en présentiel ou à distance en collectif. Et après, vous avez 1 heure, un bilan individuel avec le formateur ou la formatrice, donc en l'occurrence sur la réunion, 1 heure avec moi, pour faire une rétrospective de la formation, se projeter vers le futur, poser des questions, réponses, voilà. Et on clôture la formation de 26 heures au design thinking. Je vous montre quelques petites photos de la dernière session. Là, c'était à Paris au mois de mars. Avec, il y avait 2 groupes, on avait 10 personnes. Donc, j'avais 2 sous-groupes qui ont travaillé. Ils ont mené chacun leur design sprint. Voilà un petit peu l'ambiance, le décor. Donc oui, il y a des post-it, mais le post-it, il est surtout au service de questions, de matrices de travail que l'on donne. Et voilà, très collaboratif. Il y a du prototypage, je ne sais pas si vous voyez aussi sur la photo, ils ont prototypé leur projet sur le dernier jour, prototypé leur offre. Mais je vous verrai plus de photos tout à l'heure sur la niveau 2, je vous réserve ça. Donc là, on a vu la première formation sur un projet fil rouge. On apprend, oui, donc à mener des entretiens utilisateurs, à faire des personas, etc. Et sur le niveau 2, eh bien, on est sur une formation aussi, tout pareil, certifiante, reconnue par Transcompétences, finançable par CPF, OPCO, Région, France Travail, sur dossier, je précise. Et voici le déroulé. Alors là, on n'a pas de onboarding. On commence ensemble et on enchaîne sur 4 jours en présentiel ou sur 8 demi-journées à distance. Et donc, on commence par, oui, un icebreaker pour se présenter, mais la première séquence pédagogique, c'est comment présenter le design thinking. Parce que pour pouvoir après accompagner des groupes, accompagner des clients ou des collectivités, c'est important déjà de savoir présenter ce que c'est. Et ça, c'est un premier challenge, je vous assure. Et comment ça fonctionne, et puis plusieurs entraînements avec, en fonction si c'est un client, si c'est un groupe de travail, enfin dans plusieurs cas d'usage, comment on amène la présentation du design thinking pour embarquer les gens. Ensuite, on travaille autour de la notion d'intelligence collective et du rôle du facilitateur pour faire vivre cette intelligence collective. On travaille autour des brise-glaces, donc des icebreakers, et chacun va choisir un icebreaker qu'il animera dans la formation. Il y aura cette fois-ci énormément d'entraînement où, si vous participez, vous êtes vous-même les facilitateurs en formation, mais facilitateurs, facilitatrices. Donc la posture du facilitateur aussi, on travaille dessus et j'ai notamment un jeu de cartes qui permet d'aller faire le tour de tous les conseils, bonnes pratiques sur ce qu'est un facilitateur, comment il travaille, quelle attitude, quelle soft skill, quelles compétences il est censé avoir. Quelle bonne pratique. Et puis après, on redéroule avec l'atelier jeu de cartes. On a le jeu de cartes du design thinking. On redéroule toutes les phases avec tous les outils dedans, plein d'exemples. Et je lance un projet fil rouge. Mais par contre, j'arrive déjà avec un persona. Comme ça, il n'y a pas le persona à refaire. Et chacun va choisir un atelier à animer. Et pendant 2 jours, les 2 jours suivants, c'est que du design sprint où les participants animent chacun leur tour un atelier sur un temps assez court. Ce qu'on cherche ici à expérimenter, c'est comment on prépare ces outils de travail. Donc, il y a des posters à préparer, etc. Il y a un temps de préparation, hein. C'est très accompagné. Et du coup, comment on accompagne le groupe de travail pour expliquer ce qu'on va faire, comment on accompagne pour faire émerger cette fameuse dynamique et participation des participants.
et comment on clôture, comment on mène une clôture et un débrief d'atelier. Donc expérimentation, chacun son tour, on avance un projet fil rouge, ça dure 2 jours. On fait tout. Je vais vous montrer des photos après, donc je ne vais pas détailler trop ici. Et après, on termine la formation sur complètement autre chose. C'est on prend des projets, du groupe, hein, des personnes du groupe et on va détailler une démarche d'innovation par le design grâce au jeu de cartes et vous verrez aussi après tout à l'heure les photos, comment ça se présente. Eh bien, l'idée, c'est de se dire: «On a une problématique, on a un client, on a un commanditaire, bah, qu'est-ce qu'on lui propose concrètement comme démarche d'innovation par le design? Comment on crée un déroulé d'atelier? Comment on prépare le matériel, la boîte à outils?» et cetera, et cetera. Là, on est dans la préparation, d'atelier. Donc ça, je vous montrerai des photos, ce sera plus parlant. Mais sinon, dans les grandes lignes, on a fini le temps collectif et on se retrouve après la formation encore pendant 1 heure. D'ailleurs, ça évolue maintenant, c'est 1 heure et demie pour choisir un projet par participant qu'il va pouvoir mettre en pratique pendant environ 1 mois pour écrire une démarche d'innovation dans un support qui sera ensuite présenté, devant un jury, post-formation du coup, pour présenter à la fois la démarche que le participant propose par rapport à tel et tel projet. Et puis dedans, on demande aussi d'animer un petit atelier, pour, choisir le icebreaker, animer une activité et débriefer et puis de faire un rapport d'analyse réflexif, sur sa posture en tant que facilitateur. Donc tout ça, c'est envoyé au jury, présenté et on passe l'assertif. Alors ça fait beaucoup d'infos. Je vais un peu vite, j'espère que tout va bien pour vous. Mais, je voulais vous présenter les 2 parcours effectivement en un seul webinaire, pour que vous puissiez, vous projeter. Et du coup, pour vous projeter, je vais vous montrer plutôt des photos maintenant, pour, imaginer comment ça se passe. Donc vous voyez ici, c'est la première partie de la formation où, là j'ai un groupe de un duo qui présente le design thinking. Chaque formation, il y a des apports méthodiques, théoriques, une expérimentation et surtout un gros débrief et moi je prends toutes les notes, voilà, tout est documenté de manière à vraiment s'enrichir par rapport aux expériences de chacun. Donc ici, on a des ateliers collectifs autour du rôle du facilitateur, du coach, du consultant, du formateur. Donc là, c'est des photos de cette formation-là, hein. Donc, la partie icebreaker, j'ai mis quelques photos, voilà, où chacun anime après son icebreaker. Il prépare, il prend le temps de préparer, il anime auprès du groupe. Voilà, plusieurs, photos de brise-glace et puis, bah, pour l'animation du design sprint, on repart à zéro, donc on est en phase d'immersion et comme je vous ai dit que on venait avec des personas, je viens avec un persona, on a une personne qui anime une carte d'empathie. Donc il y a des tutos, il y a plein de contenus, et je suis là aussi pour préparer l'animation d'un atelier carte d'empathie. Il y a plein de pièges à éviter et très sincèrement, dans toutes les animations, on voit bien tous ces pièges et c'est vraiment, hyper, puissant d'apprendre vraiment en le faisant. Donc ici, on a, Dorothée et Mélanie qui, dans 2 formations, 2 sessions différentes, ont animé la carte d'empathie. Après, on a la cartographie d'expérience. Donc là, c'était Céline qui a animé, sur le template qui est téléchargeable sur notre site d'ailleurs. C'était un template qu'elle a imprimé en A3, mais sinon, vous voyez, Anne, ici, l'a carrément repris, sur un grand poster. C'était une autre formation, pareil, elle anime, donc là, Anne anime, la cartographie d'expérience auprès de son groupe. Ensuite, l'atelier, définition de problématique avec le «Comment pourrions-nous?» donc là, on a, 3 personnes, hein, qui ont, sur 3 formations différentes. On a Christelle, Jean-Baptiste et Carole, chacun leur tour, eux, ils ont animé cet, atelier auprès de leur groupe. Et les séances d'idéation, génération d'idées. Par exemple, là, on a Sophie qui anime sa séance d'idéation, qui a préparé son poster. Et puis, séance de prototypage. J'ai pas mis de photos sur le storyboard, mais il y a un atelier storyboard accompagné aussi, donc ça veut dire que vous apprenez à animer, mais bien souvent, les participants ne connaissaient pas bien l'outil, hein. Je vous rassure, c'est normal. On apprend les outils pendant la formation.
Donc voilà, comment animer une séance de prototypage pour prototyper une solution? Eh bien, la personne, a fait son poster, a préparé le matériel, donc moi je viens avec le matériel et puis les participants vont créer, vont concrétiser une solution pour la présenter. Vous voyez, il y a du design d'interface, il y a des situations là avec les petits Lego, voilà. Et comme je vous disais que la fin de la formation, on est vraiment plus orienté sur non plus la posture du facilitateur et comment expliquer les outils, on est sur une autre compétence, mais pas des moindres, on en a besoin. C'est comment concevoir la démarche d'innovation par le design thinking. J'ai un projet, j'ai un client, j'ai un commanditaire, mais en fait, qu'est-ce que je lui propose? Combien d'ateliers, sur combien de temps, qui participe? Et du coup, là, on utilise ce fameux jeu de cartes qui est aussi disponible sur notre site, mais je viendrai avec des kits de cartes, bien sûr. Et donc, on fait des fresques, c'est très visuel. Là, Jean-Baptiste avait proposé le projet de concevoir une offre de formation aux accords Toltec pour managers. Il s'est dit, moi j'ai cette idée-là, mais je ne sais pas du tout comment pourrait se dérouler cette formation, de quoi ont besoin les managers, comment on pourrait concevoir vraiment une formation adaptée. Donc voilà, il a déroulé avec son équipe, avec Dorothée et Diana, la démarche. Et il a donné du détail à chaque fois, qui, combien de temps, quel délai entre-temps, quel outil choisi, quelle activité clé pour ces ateliers. Là, on a un autre groupe sur un autre projet, donc on est vraiment sur un événement de la région pour valoriser la transition écologique dans le domaine du tourisme. Donc on est sur un autre projet avec une autre dimension. Mais c'est pareil, c'est une démarche à appliquer du design thinking, les mêmes outils, mais différemment. Donc, les participants proposent. C'est très accompagné, hein. Je viens aussi être force de proposition dans les groupes et l'idée, c'est de voilà, apprendre l'habitude d'utiliser le design thinking dans les projets. Tu as encore un autre groupe qui nous a proposé en fait toute une démarche pour accompagner des porteurs de projets d'un incubateur. Donc c'est pareil, on utilise les mêmes méthodes mais différemment. Et un autre groupe, vous voyez, on travaille aussi beaucoup dehors, dans un cadre agréable. Donc là, c'était un autre projet pour l'accompagnement d'une refonte d'une organisation d'une grosse structure. Donc pareil, on déploie la démarche avec les cartes, on les explique et après, bah, préparation d'un projet sur un vrai cas et passage de l'assertif. Donc vous avez ici les dates. La première formation, il y aura le onboarding début septembre. Avant que je prenne l'avion et après du 11 au 13 septembre, je serai donc, au relais de l'Ermitage à accueillir mes participants, peut-être vous, avec plaisir en tout cas, pour, le niveau 1, donc sur un projet fil rouge. Et puis ensuite du 17 au 20 septembre, les 4 jours pour le niveau 2, apprendre à faciliter. Et je rajoute aussi une formation Sketchnote facilitation graphique d'une journée, le 26 septembre. Qui va permettre en fait de rajouter cette compétence, à la fois dans les projets, si vous êtes, des designers, concepteurs, vous verrez, on utilise beaucoup le visuel, hein, dans les storyboards, les post-it, les posters et cetera. Mais si surtout vous voulez faciliter, c'est hyper important, d'accompagner le collectif avec du visuel et d'être assez à l'aise. Donc en une journée, il y a pas besoin de savoir dessiner. C'est hyper ludique et toutes les personnes en tout cas que j'ai pu former sur une journée sachent faire au moins du sketch note et préparer des posters à la fin de la journée. Donc voilà, je vous ai fait le tour. Les outils qu'on utilise, plein de guides pratiques, le jeu de cartes, Mural, les templates et puis, surtout je vais vous parler de la communauté puisqu'il me reste plus beaucoup de temps. Donc pour s'inscrire, il y aura les liens sur, le support ou vous n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous partager le e-book de présentation du design thinking pour que vous puissiez, reprendre un peu en résumé ce que je vous ai dit dans les grandes lignes sur les 5 phases. Et puis surtout dernièrement en fait, j'ai créé, la communauté du Design Social Club
ensemble, accompagnons les transitions par le design pour impacter positivement notre monde. C'est notre credo parce que, bah, on se forme au design, c'est pour, amener des solutions dans un monde qui a besoin, de positif, qui a besoin, de bah, d'espoir et puis de liens humains. Donc, toutes les personnes qui passent, par nos formations et notamment, bah, mes formations, je sens vraiment cette envie, de se réunir entre pairs, de continuer à expérimenter, de vraiment aller beaucoup plus loin et donc j'ai créé, cette communauté. Pourquoi? Parce que à la fois, on va avoir un Discord où on peut rester tout le temps en contact et partager, nos questions, nos questionnements, nos difficultés, nos réussites et surtout participer aussi à des événements, où on peut garder le lien et puis surtout j'ai créé une grosse espace de ressources en ligne qui permet d'accéder, je le fais en version super court, je vous montre quand même à quoi ça ressemble, c'est dans un Notion, mais tout est présenté, sur notre il y a le sur notre site, on a un lien vers le Design Social Club où on parle du manifeste. On a un trombinoscope, un annuaire avec toutes les personnes formées. Pardon, j'explique le Notion et surtout il y a une vidéo qui présente la base de ressources et donc cette base de ressources, on va la retrouver ici et vous allez en fait accéder, par thématique, design thinking, design circulaire, facilitation, pensée visuelle et intelligence collective. Vous allez accéder à la fois dedans à plein d'outils, tout est bien rangé, c'est structuré pour pas en avoir dans tous les sens. Vous avez, déjà accès à tout le jeu de cartes en ligne. Voilà, je clique, sur par exemple, qu'est-ce qu'une sonde culturelle? Bah, je vais pouvoir cliquer sur la page et je vais avoir le détail de ce qui est écrit dans la carte de la sonde culturelle qui est une technique, heu, qui appartient à la phase d'immersion. Et puis, vous allez avoir, accès à des conférences, des podcasts, des conférences, des cas d'exemple, plein de boîtes à outils. Donc vraiment, c'est comme je vous disais en début de webinaire, c'est pas juste pour survoler le design thinking, c'est vraiment pour, l'utiliser à bon escient et c'est un début. La formation n'est qu'un début. Voilà, vous avez ça pour toutes les thématiques, hein. Tous les ateliers et fresques qui peuvent exister, d'autres ressources. Voilà, donc c'est assez riche et ça permet, de continuer à apprendre si vous avez la soif après d'apprendre, le design thinking ou de le partager auprès de vous. Eh bien, voilà, vous avez tout la matière dont il vous faut et je vous parle aussi du jeu de cartes. Je vous en ai un peu parlé, mais c'est pareil, c'est dispo sur notre site. Bon, pour la réunion, peut-être attendre, sauf si vous le voulez maintenant, vous pouvez le commander, mais sinon peut-être attendre que j'en ramène. Voilà, voilà, donc moi j'ai terminé. Il est il est 11 heures pour nous, donc il doit être 13 heures à La Réunion, donc 11 heures en métropole. J'arrête le partage d'écran et je voudrais bien recueillir vos feedbacks. Dites-moi ce que vous avez pensé, peut-être un mot pour, décrire, ce webinaire avant que je coupe, et que je vous souhaite, donc une bonne journée. Très bien, merci. Merci Marie, merci Constance, merci Sylvie. Ça vous donne envie? Eh bien, c'est parfait. N'hésitez pas à reprendre contact avec moi, qu'on en discute plus précisément. Donc là, je vais pour respecter bien le timing, je vais couper le webinaire. En tout cas, je vous souhaite vraiment une belle fin de journée. Je suis disponible pour, en discuter, en one to one ou en groupe, n'hésitez pas. Donc je vous souhaite, vraiment une belle journée et à bientôt. Au revoir. Merci.